Moi, au départ, j'avais fait HEC, donc tout était tracé pour moi pour faire une carrière, comme on dit, une belle carrière. Déjà, en fait, quand j'étais à HEC, j'avais monté une association au Népal avec des amis, et c'était l'expérience qui m'avait le plus plu. Et ma plus grande réussite en tant qu'étudiant à HEC, c'était les associations, la vie associative, le BDE, des choses comme ça. Et cette association que j'avais montée au Népal, qui m'avait plu parce que c'était à la fois entrepreneurial et aussi utile pour le monde. Ensuite, donc, j'ai commencé 2 ans pour L'Oréal, et puis j'ai quitté pour me lancer dans Alter Eco, parce que je me suis rappelé cette expérience hors des sentiers battus qui avait été plus utile et une plus grande réussite à titre personnel, à la fois au niveau professionnel et aussi éthique, que ce que je pouvais avoir appris à l'école. Et donc je me suis lancé. Et alors ensuite, c'est une histoire aussi d'exaptation continue, puisque quand j'ai quitté en fait L'Oréal, je savais pas trop ce que j'allais faire, mais 2 mois après, j'ai ouvert une première boutique de commerce équitable. Au départ, c'était une entreprise d'insertion qui faisait à la fois boutique et pôle associatif, et qui louait des vélos, et qui faisait cybercafé, et enfin bon, plein de choses comme ça. Donc c'était le boui-boui, mes potes appelaient ça le boui-boui. Et ils me disaient, mes potes de L'Oréal ou d'HEC, ils me disaient, quand est-ce que tu vas revenir travailler? Parce que c'était pas un travail, c'était un pétage de plomb. Donc c'était il y a 15 ans, quand j'avais 23 ans. Moi je leur disais, mais non, mais on bosse, hein. Et à partir de là, donc j'ai vu à peu près ce qu'ils prenaient. Donc la location de vélo, c'était compliqué, à réparer les freins et tout. Je vous conseille pas. Internet, on n'avait pas une bonne connexion. L'insertion, très très compliqué de vouloir faire à la fois un projet d'entrepreneuriat social et d'insertion. Donc on a élagué, et puis il restait la boutique de commerce équitable, qui marchait pas, mais en tout cas qui était là. Donc de cette boutique, on s'est dit, elle marche pas parce qu'elle est trop petite et mal placée, donc il faut en faire une plus grosse. Donc en 99, on a fait une deuxième grosse boutique, alors là beaucoup plus grosse, qui était un beaucoup plus gros échec. Commercial en tout cas, parce qu'en tout cas on avait plein de gens qui passaient, tous les syndicalistes, les religieux, les profs, qui nous disaient c'est super, bravo, continuez. Ils nous parlaient pendant 1 heure à nos vendeurs, et ils achetaient rien. Merci beaucoup, on continue le combat, tous solidaires. Donc modèle économique dur à trouver. Mais en tout cas, on sentait c'était pas impossible qu'on arrête, parce qu'il y avait, surtout les médias nous ont soutenus d'une manière incroyable. On avait plein d'articles, et je me rappelle, la boutique était toujours pleine de gens qui venaient filmer, faire des interviews. Et le boulanger en face, il me disait, mais comment tu vis toi en fait? Il n'y a jamais un client. Et ça me posait un problème de conscience, parce que certains articles de presse disaient, il va révolutionner le commerce équitable, et on vendait rien. Et les militants, en fait, les ultra-militants déjà, me critiquaient en disant, tu vas dévoyer le commerce équitable. Je vous promets, c'est véridique. Et en fait, on vendait vraiment rien. Le boulanger en face, il vendait plus que moi. Je me disais, comment je peux dévoyer le commerce équitable alors que je fais même pas 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel? Donc voilà, deuxième échec. Là, c'était l'époque de la nouvelle économie. Donc on nous a dit, non, mais c'est pas en boutique qu'il faut vendre ses produits, c'est sur Internet, il faut que vous soyez l'Amazon du commerce équitable. Donc on a fait des investissements encore beaucoup plus gros, et ça a été encore un plus gros échec. Mais là, vraiment le gros échec, on a cramé plusieurs millions d'euros en quelques mois, parce qu'il fallait avoir une équipe tout de suite de 50 personnes, des bureaux ultra connectés, de 400 mètres carrés. Bon. Et je me suis retrouvé là en faillite personnelle presque, et en faillite presque de société. Donc j'ai dû revendre mon studio, et c'était vraiment très compliqué, parce qu'avec tous ces échecs, ça commençait à faire une sacrée ardoise, et moi j'avais pas d'argent, donc à chaque fois j'avais fait venir des investisseurs, mais au bout d'un moment ils commençaient à un peu avoir des doutes. Mais il y avait toujours plein de presse dithyrambique. Voilà, il va sortir le commerce équitable de la confidentialité. Et donc il restait plus qu'une solution, c'était de vendre en grande distrib. Enfin d'abord de vendre du conseil. Donc pendant 1 an, je suis allé chez PricewaterhouseCoopers, qui m'a gentiment hébergé. Au moment où j'étais vraiment en difficulté, en me disant, tu vas essayer de relancer l'activité, ou de trouver le secteur où tu peux vendre les produits, donc grande distribution. Et au bout d'1 an, pile, on a lancé chez Monoprix, et là on a trouvé un modèle économique. Et là, ça a commencé à être un peu la réussite hors des sentiers battus, parce qu'au début c'était un peu la galère hors des sentiers battus. Et donc on a lancé chez Monoprix, ensuite chez tous les distributeurs. On a lancé aussi aux États-Unis, en Australie, des filiales qui ont pris, et qui maintenant se développent bien. Et puis l'activité a continué à se développer. Et puis à partir de 2005-2006, on nous posait des questions sur notre empreinte carbone. Qu'est-ce que vous faites comme vous importez des produits du monde entier? Donc Alter Eco, c'est des produits équitables et bio, donc qui viennent un peu partout. Et
On a commencé à faire le calcul de l'empreinte carbone d'Altereco, à acheter de la compensation. On n'a pas été hyper convaincus des projets. Du coup, on s'est dit on va faire nous-mêmes les projets de compensation à l'intérieur de nos filières. C'est comme ça qu'on a développé le concept d'insetting, donc de offsetting, compensation carbone, mais à l'intérieur de son métier ou de ses filières, en plantant des arbres avec les producteurs de cacao, de riz, de jus de fruits, d'Altereco, pour aller compenser en interne les filières. Et en plus, en plantant donc des arbres, en développant des modèles agroforestiers qui ont un impact pas uniquement sur le carbone, mais aussi sur la biodiversité, sur l'eau, sur les revenus des fermiers. Enfin, on a listé 100 bénéfices de l'arbre. Je pourrais vous les envoyer si ça vous intéresse suite à la suite de cette conférence. Il y a Alexis d'ailleurs, Krisev, qui est là-bas, là, qui peut aussi vous renseigner, qui est au fond, avec le grand avec des lunettes. Moi, je suis le petit sans lunettes. On a commencé à développer ce service pour Altereco et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal d'entreprises qui étaient intéressées pour intégrer aussi ce service pour eux. Donc d'évaluation de leur empreinte globale, de réduction et puis ensuite de compensation. Et c'est comme ça, par hasard un peu, en fait, en appliquant une méthode à nous-mêmes, que ensuite j'ai créé Pure Projet parce que j'avais déjà suffisamment créé de bazar dans Altereco pour que mes investisseurs me disent non Tristan, ça tu vas aller le faire dehors. Maintenant tout ce que tu veux faire en plus c'est dehors parce qu'on en a marre de tes idées saugrenues. Et donc j'ai monté Pure Projet et puis c'est devenu en fait une activité qui s'est fortement développée. Au début on a planté des arbres en fait juste parce qu'on aimait la nature, parce que ça nous faisait plaisir de planter les arbres avec les fermiers. Et en fait progressivement on s'est rendu compte, donc c'est aussi peut-être un phénomène d'exaptation, enfin je parle sous votre contrôle, en fait l'arbre, c'était pas juste pour la nature, mais c'était un formidable moyen de rendre les fermiers plus résilients. C'était aussi le meilleur moyen de multiplier les revenus du fermier. Avec le commerce équitable ou le bio, on arrive difficilement à augmenter les revenus de 10 à 20%, alors qu'avec les arbres et l'agroforesterie, on peut multiplier les revenus par 2 ou par 3 en 5 à 10 ans. Donc des choses exceptionnelles. Un producteur de café, par exemple, qui a 1 hectare, c'est la moyenne des producteurs de café dans le monde. Si vous plantez 10 avocatiers dans son champ en Indonésie, vous doublez ses revenus en 5 ans. Ensuite, vous plantez une légumineuse, le falcata par exemple, aux Philippines, dans les champs de café. En 7 ans, on arrive à doubler, voire tripler le revenu. Parce que les légumineuses, elle va apporter du nitrogène dans le sol. Donc elle va fertiliser le sol, elle va ramener aussi des auxiliaires de culture, les abeilles, les amis de notre ami. On augmente, rien qu'en plantant des arbres dans un champ de café, on augmente la pollinisation et donc on augmente les rendements de 30% grâce à une meilleure pollinisation. Les producteurs de café ou de cacao qui ont des modèles agroforestiers, ils font jusqu'à 2 tonnes de cacao à l'hectare, alors que ceux qui n'ont pas d'arbres, qui sont en plein soleil, ils font 400, maximum 800 kilos à l'hectare. Donc on fait 2 à 4 fois plus en ayant un modèle agroforestier, un écosystème en fait, avec de multiples co-bénéfices pour le fermier, pour la planète, mais aussi du coup pour l'entreprise qui s'engage, qui paye ses arbres, puisque ce sont eux qui nous financent, parce que ça sécurise leurs approvisionnements, ça leur permet de renforcer leurs liens avec leurs fournisseurs et de se valoriser vis-à-vis des clients. Et aujourd'hui, autant dans les années passées, les entreprises avaient délaissé l'amont agricole en disant bon, ça c'est pour les bourrins ou c'est pour les traders, et nous on va juste se concentrer sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire la marque. Et aujourd'hui maintenant, comme il y a une augmentation forte de la population mondiale, une dégradation généralisée des systèmes agricoles, la faillite du système intensif agricole, eh bien les marques commencent à se réapproprier l'amont en se disant mais mince, notre marque elle marche bien, mais si on ne régénère pas l'écosystème dont on dépend, on ne va plus pouvoir vendre nos produits à l'étranger. Et ça, c'est vrai en particulier pour les marques de l'agroalimentaire, les grandes marques. Donc on bosse beaucoup, par exemple, pour Nestlé ou Ben & Jerry's, Unilever, mais aussi dans la cosmétique ou le luxe, donc que ce soit pour LVMH ou d'autres groupes qui prennent conscience qu'elles dépendent de leur écosystème pour vivre et que si elles ne prennent pas en compte leur écosystème, elles vont avoir un vrai problème de business. Voilà, ça c'est au niveau de notre activité. Et donc progressivement, on est passé de planter des arbres à aider les entreprises, les accompagner à régénérer l'écosystème dont elles dépendent. Et par rapport au sujet des sentiers battus aussi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dans mon parcours, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il faut vraiment se laisser porter par son intuition. Parce qu'à chaque fois, ça a été des hasards un peu, de rencontres, de chemins. Pour Pure Projet, quand j'ai lancé, je me suis dit, ça n'intéressera jamais personne de planter des arbres. Je pensais que ça allait rester vraiment un petit truc de mécénat à côté d'Altereco. Et en fait, c'est devenu mon activité principale. Je ne m'occupe plus du tout d'Altereco depuis 2 ans.
Et aujourd'hui, on accompagne donc des grosses entreprises sur des méga projets de 2-4 millions d'arbres ou sur des zones de forêt de 300 000 hectares qu'on peut préserver en partenariat avec les populations locales toujours. Donc c'est dans la continuité des engagements d'Altereco. Mais grâce au financement de grandes entreprises. Et ce qu'on veut, c'est participer au changement de l'agriculture intensive, les aider à passer de l'agriculture intensive à cette agroécologie agroforestière qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus frugale. Enfin, de toute façon, l'agriculture intensive, dans même pas 10 ou 20 ans, tous, on la regardera en disant on a été des fous furieux, des barbares. Et ce qui est intéressant, c'est que ce discours, aujourd'hui, même chez Nestlé, il passe très bien. Les agronomes, ils en ont pleinement conscience. Et ça s'est passé en 2-3 ans. Il y a eu vraiment un changement. Il y a un changement exponentiel, extrêmement rapide. Et donc, c'est très encourageant. Et donc, pour revenir à l'histoire du parcours, c'est suivre son intuition, croire en son intuition, ne pas hésiter à être toujours en décalage. On l'a vu même avec Altereco. Quand on a dû choisir le pack Altereco, on avait des options plus conventionnelles. On a choisi une option qui crée le plus de réactions. Au début, je ne sais pas si vous voyez, les packs d'Altereco, c'était des gros textes, il n'y avait que du texte. Et en fait, quand on a fait les focus group, les gens disaient « Ah, mais ça, c'est horrible, qu'est-ce que c'est que ce truc-là » et tout ça. Et la personne qui analysait les tests a dit bah, « Justement, prenez-le, parce que c'est ça qui crée le décalage, etc. » Et à chaque fois, en fait, pour Altereco, qu'on a essayé de créer les aspérités, c'est là qu'on a réussi à faire quelque chose. Et de même avec Pure Projet, à chaque fois qu'on accompagne les entreprises dans un modèle qui est radicalement différent, passer d'une agriculture intensive, par exemple pour Nestlé, à de l'agroécologie, de l'agroforesterie, c'est quand même un grand saut, mais c'est ça qui crée un lien fort, ou de même relier les petits producteurs à la grande distribution avec Altereco, ou faire le lien entre des populations très pauvres, des écosystèmes dégradés et des entreprises performantes. Voilà, je pense que j'ai tout dit et je vous remercie beaucoup.